Salam alaikum. Donc nous continuons le cours sur le chapitre 2 qui est la statique des fluides. Donc on va entamer aujourd'hui le 5e paragraphe du chapitre. Donc c'est paragraphe 1.5, c'est l'élément 3. Commencez par le manomètre. 1.5. Le manomètre. Donc, c'est quoi un manomètre? Donc, un manomètre, c'est un dispositif qui utilise des colonnes fluides pour mesurer la pression. Puisqu'on a dit que la pression, on peut la mesurer par une colonne de fluide. À partir de cette relation qu'on a vue la dernière fois. Donc, le fluide, c'est-à-dire la pression, elle s'exprime en Pascal ou bien en colonne fluide. La différence de pression entre deux points, on va diviser par le poids spécifique du fluide concerné, donc il nous donne ce H là, c'est la colonne fluide, et l'unité, ça sera en millimètres ou bien en mètres du fluide considéré, que ce soit par exemple de l'eau ou bien du mercure, etc. Donc on va faire quelques types de ces manomètres. Donc on va parler de trois types. Le premier type, c'est 1.5.1. Le manomètre, le tube piezométrique. Tube piezométrique. Le tube piezométrique. Donc, il consiste à quoi? C'est comme le nom l'indique, c'est un tube comme ça. Un tube vertical. D'accord? Donc, on va le placer au milieu où on veut mesurer la pression. Par exemple, si on a un écoulement dans un tuyau comme ça, c'est l'écoulement là, c'est l'écoulement là, cet écoulement. D'accord? On va placer le tube ici. D'accord? Donc, le tube est ouvert à une extrémité. Là, c'est la pression atmosphérique, on va la noter par P0. P0, ça veut dire la pression ambiante qui, en général, dans les applications, c'est la pression atmosphérique. Bien sûr, la différence de pression du fluide, d'accord? Ce fluide, il est en écoulement, donc il y a une montée du fluide dans ce type piezométrique. Par exemple, à cette hauteur-là, d'accord? Cette hauteur-là, c'est H, d'accord? C'est ça, la lecture à partir de ce type piezométrique qui le donne sur H, cette hauteur de cette colonne fluide. Donc on va appliquer, bien sûr, le droit de l'hydrostatique, d'accord? Pour calculer ce H-là. Bien sûr, là, on a un écoulement, d'accord? Mais le fluide, lorsqu'il a l'ascension de ce fluide-là, à un moment donné, bien sûr, à l'équilibre, il va s'arrêter. Le fluide, là, c'est là où on mesure la pression, il est, bien sûr, au repos. C'est-à-dire qu'on est dans cette partie-là, on est dans la statique du fluide. C'est-à-dire qu'on peut appliquer la loi fondamentale de l'hydrostatique. Bon, donc comment on va calculer cette pression? La pression du fluide, par exemple, la pression à ce point A, d'accord? Comment on va calculer? On va appliquer la loi fondamentale de l'hydrostatique. Donc, on a PA égale à quoi? Aussi est égal à cette pression-là, ici, qui est la pression ambiante, égale à P0, plus rho G, ou bien c'est oméga bar fois H. D'accord? Donc, PA est égal à P0, ou bien c'est la pression ambiante, donc c'est la pression ambiante, en général, c'est la pression atmosphérique, oméga bar H. Donc, à partir de cette colonne fluide, on peut mesurer cette pression. D'accord? Maintenant, si par exemple on considère que P0 égale à 0, vous regardez là qu'on mesure la pression du fluide par rapport à cette pression ambiante. D'accord? Ça, ce qu'on appelle, c'est la pression, là, ça, ce qu'on appelle la pression absolue. Hein? La pression absolue. D'accord? Donc la pression absolue, c'est quoi? C'est la pression ambiante plus la pression à l'intérieur de notre fluide. D'accord? On a aussi ce qu'on appelle, la pression relative. Pression relative. D'accord? C'est quoi la pression relative? Par exemple, ici, c'est PA égale à quoi? Donc, on va retrancher P0. D'accord? La pression relative, c'est, au point A, on va éliminer P0. D'accord? Donc, c'est égal, si vous voulez, la pression relative est égale à PA moins P0. Donc, est égal à quoi? Ici, c'est oméga bar H. D'accord? La pression relative, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, toujours, dans les applications, on mesure la pression par rapport à la pression environnante du milieu ambiant. D'accord?
Donc si c'est-à-dire, même les appareils de mesure de pression, c'est-à-dire elles mesurent toujours la pression relative. Par exemple, si on veut mesurer la pression, par exemple, du pneu d'une voiture, lorsqu'on mesure, on a la valeur de la pression relative, parce que la pression, on a mesuré la pression à l'intérieur du pneu par rapport à la pression ambiante. C'est la pression relative. Donc c'est quoi? Tout simplement pression relative. C'est quoi pression relative en général? C'est quoi? C'est la pression absolue, c'est-à-dire là on va jouer la pression ambiante, d'accord, moins la pression ambiante, ou bien en général c'est la pression atmosphérique, d'accord. Donc vous pouvez remarquer que la pression relative peut être négative, hein, d'accord. Donc la pression relative peut être négative, la pression est toujours positive, mais la pression relative elle peut être nulle ou bien négative. Ça dépend si la pression, par exemple, à l'intérieur du fluide est inférieure à la pression ambiante. Donc, on a ce schéma-là, on fait un schéma, c'est-à-dire, là c'est le tuyau, si on regarde le tuyau de ce côté-là, donc ce tuyau-là, c'est l'écoulement, il se fait perpendiculairement au tableau, donc on place le tube isométrique ici, donc voilà, ça c'est l'écoulement, voilà, là c'est l'écoulement et le repos, c'est ça, H, c'est ça notre H. D'accord. C'est la pression, c'est-à-dire le point A. D'accord. Donc PA est égal, c'est la même chose. Donc c'est P0, le P ambiante. D'accord. Donc si on résout par exemple pression relative, c'est PA par exemple égal à oméga 1 fois H. D'accord. Parce que là, on est en statique de fluide, donc la pression en ce point-là, c'est le même. Hein, dans un plan horizontal, qu'est-ce qu'on a dit? La pression, ça dépend statique du fluide. D'accord. La pression ne dépend pas dépend uniquement de la hauteur, de l'altitude. Sur un plan horizontal, on a la même pression. D'accord. C'est ça le type isométrique. Bien sûr, donc l'avantage de cet instrument de mesure, il est très simple. D'accord. Mais il y a des inconvénients. Donc vous imaginez, par exemple, c'est là, on a de l'air. C'est ça, on a de l'air. Donc on ne peut pas mesurer, par exemple, la pression. Si dans ce tuyau-là, il circule, si c'est pas un liquide, mais c'est de l'air. Donc, on ne peut pas mesurer avec ce type la pression de l'air, avec cet instrument-là. Donc, c'est-à-dire, la pression à l'intérieur du fluide doit être supérieure à PA. Sinon, ce fluide-là pénètre dans l'écoulement. Mais si vous imaginez, si on a des grandes valeurs de pression, donc le H sera très grand. Donc, par exemple, on peut avoir ça, c'est H égal à 10 mètres. D'accord. Donc, il nous faut un tube de longueur de 10 mètres. D'accord. Et ça, c'est pas dans la pression pratique, parce que si on veut mesurer la pression dans un laboratoire, donc c'est pas évident d'utiliser un tube de longueur de 10 mètres. Très bien. Donc voilà, les avantages et les inconvénients de ce tube isométrique. Donc, et là, c'est la définition de pression relative et c'est quoi la pression absolue. Donc, pour surmonter aux inconvénients du tube isométrique, d'accord, on utilise un autre type qui est le type en U. D'accord, c'est le type en U. Type en U. Donc, c'est le deuxième paragraphe. 1, 5, 2. Le tube en U. Voilà. Comme son nom l'indique, il est en U, en forme de la lettre U. Le tube est bien sûr, si on veut mesurer, on va le brancher par exemple. Là où on veut mesurer par exemple, par exemple point A, d'accord, on veut mesurer, c'est la pression du fluide qui circule dans ce tube, d'accord. Là on met par exemple un fluide rouge, d'accord. Un fluide qui peut être différent du fluide qui circule dans la conduite. D'accord. Donc bien sûr, celui a une différence de pression. C'est la pression, ça c'est ici, c'est toujours. Il a une extrémité toujours qui est ouverte au milieu ambiant. Donc c'est PA. En fait, c'est la pression atmosphérique, bien sûr. C'est la pression de l'unité supérieure. Donc on a une diminution du niveau de ce fluide. D'accord. Le fluide dont on appelle aussi le fluide de change. D'accord. Donc si on le donne par exemple oméga bar, si on
oméga par exemple 2, c'est-à-dire pour dire que c'est le fluide qui se trouve dans le tube isométrique. Et si le fluide qui se trouve ici, ce fluide-là, d'accord, on va l'appeler par exemple oméga bar 1, d'accord, de poids spécifique 1. Maintenant, quand on mesure la pression par exemple de ce fluide qui s'y trouve, ce conduite-là, du coup, il se fait perpendiculairement au plan du tableau, hein, d'accord. Donc, comment on va faire? Donc, alors, on va appeler ce point le point 1, ça c'est le point 2, et ça le point, par exemple, 3. D'accord? Donc, comment on va faire? Donc, on va démarrer d'une extrémité vers une autre extrémité. D'accord? Donc, par exemple, on va démarrer du point 1 à du point 3. On peut faire l'inverse, hein? On peut démarrer du point 3 vers le point A. D'accord? En appliquant bien sûr la loi fondamentale de l'hydrostatique. Hein? Bon, alors, ici, l'on dit que la pression, c'est-à-dire ambiante, ou bien atmosphérique, qui s'exerce au point 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, PA. Alors, donc PA en fait compte est égal à P1 parce qu'il se situe dans un plan horizontal. Hein, et de même celui là. Donc, PA, c'est P1. D'accord? Maintenant, on va, c'est-à-dire descendre vers le point 2. Donc, en descendant dans un liquide, c'est-à-dire dans la salle de fluide, la pression augmente. Donc, on va augmenter, la pression augmente de cette colonne fluide là. D'accord? Donc là, c'est oméga bar, on appelle cette hauteur par exemple H1, d'accord? H1, donc PA plus quoi? Plus oméga bar de quel fluide qui se file dans ce tuyau, hein? C'est H1. D'accord? Maintenant, on est au point 2. D'accord? Au point 2, on peut aller à ce point-là, ici, le point 2'. Les points 2 et 2' se situent sur le même plan horizontal. Donc, la pression au point 2, c'est la même dans la pression au point 2'. On appelle ça, par exemple, c'est H2. D'accord? H2. Donc, alors, on est 2 points au 2'. Maintenant, on va au point 3. Donc, on monte dans un feu liquide, donc la pression diminue. Donc, on va faire moins quoi? Moins oméga bar de quoi? On est dans le même fluide, 2 oméga bar 2. D'accord? H2. Donc, égal à quoi? Égal à la pression, c'est-à-dire au point 3. Ici, c'est parce que la pression ambiante. D'accord? Donc, si vous voulez, PA est égal à PA plus, on va, donc si vous voulez, c'est PA est égal, alors, PA, c'est-à-dire le point A est égal à la pression ici ambiante, bien atmosphérique. D'accord? Atmosphérique, d'accord? Alors, plus quoi? Maintenant, c'est oméga bar 2, H2 moins oméga bar 1, H1. D'accord? Ça, c'est la pression absolue. Hein? On a calculé la pression absolue. Maintenant, si on veut la pression relative, PA relative, d'accord? C'est-à-dire on va reprocher la pression atmosphérique. Donc, égale à oméga bar 2, H2, moins oméga bar 1, H1. Voilà. Très bien. Donc, ça, c'est-à-dire le principe, comment on calcule cette pression en utilisant le tube isométrique. Hein? D'accord? Voilà. Donc, juste pour la méthode artificielle, c'est de commencer par une extrémité, d'accord? Pour aller vers l'autre extrémité de la fin de l'instrument. D'accord? Tout en appliquant bien sûr la loi fondamentale de l'hydrostatique. Je répète, la pression point A, bien sûr, on est dans un point horizontal. C'est le point 1, d'accord? Donc PA c'est P1, d'accord? Maintenant, on va descendre vers le point 2, donc la pression augmente. On est dans un liquide, la pression on sait qu'elle augmente avec la profondeur. Hein? Maintenant, le point 2 se situe sur le même plan horizontal, c'est le point 2'. Donc la statique des fluides nous informe que la pression ne varie pas dans un plan horizontal, donc c'est P2'. Ensuite, on va monter vers le point 3, d'accord? Donc on monte dans un liquide, bien sûr, on sait que la pression diminue. C'est pour ça qu'on a ce moins là, d'accord? Maintenant, égal à la pression qui règne ici à l'extrémité ici, la pression ambiante ou bien atmosphérique, hein, d'accord? Donc si on rajoute cette pression, si on fait cette pression égale à 0, on est en train de calculer la pression relative, d'accord? Ou bien c'est la pression absolue, d'accord? Très bien. Juste une petite remarque, oui, on a dit que la pression 2 est égale à la pression 2', hein, d'accord? Mais, par exemple, si je prends ce point-là, par exemple, ce point-là imprime, et ce point-là, par exemple, le même plan horizontal, hein, et un second, d'accord? Ici, est-ce que la pression, par exemple, la pression point
imprime est égal, est-ce que la pression au point imprime est égale à la pression au point incident? Bon, imprime et incident se situent sur le même plan horizontal, là. D'accord? Donc là, c'est non, parce que, tout simplement, parce que le fluide, ici, par exemple, c'est oméga bar 1, c'est le fluide 1, et ça, c'est un autre fluide. D'accord? Si le fluide change, donc la pression, c'est pas la même sur un plan horizontal. Ici, point 2, il y a une interface entre le fluide en rouge et le fluide en noir. D'accord? Donc la pression, elle sera là. Très bien. Par exemple, dans ce point-là, donc sur le même plan horizontal, on a la même pression. On est pas sûr, parce que c'est le même fluide. D'accord? Très bien. Alors, maintenant passons à un autre type de manomètre, c'est le manomètre incliné. D'accord? C'est le manomètre incliné, c'est le troisième type. 1, 5. Par exemple, c'est 1, 5, 3. 1, 5, 3, c'est le manomètre incliné. Le manomètre incliné. Donc, il est incliné, il fait par exemple un angle θ, bien sûr avec horizontal. Il est incliné d'un angle θ. D'accord? Là, on va le placer, bien sûr, pour mesurer par exemple la pression d'un écoulement d'un fluide qui circule dans cette conduite-là. D'accord? Alors, par exemple, ça, c'est le point A. D'accord? Donc là, le fluide, donc ici, donc on peut mettre ici par exemple un autre fluide, d'accord? Alors là, vu l'inclinaison du fluide devient comme ça, donc le fluide. Là, on va appeler ça, c'est oméga bar 2, pour dire que il est différent de ce fluide-là, d'accord? Il est oméga bar 1, d'accord? Donc on va appeler ce point-là. Alors, ce point-là, on va l'appeler 1. D'accord? Et la hauteur, ici, là, on va l'appeler le point H1. Alors, dans le même plan horizontal, d'accord? Ce point-là, il est dans le même plan horizontal que le point 1. D'accord? Et ici, par exemple, le point 2. D'accord? Donc, vous voyez que le point, par exemple, ce point-là et ce point-là, cette hauteur-là, on va l'appeler H2. C'est toujours la hauteur verticale. D'accord? Très bien. Donc, si vous voulez, cette longueur-là, si on va l'appeler cette longueur L, longueur selon le tube. D'accord? Donc, on va, par exemple, calculer PA. Donc, on fait la même chose. Donc, on va démarrer par l'extrémité vers une autre. Donc, on fait compte PA, c'est ce point-là. C'est PA. Alors, c'est le même point parce que c'est le plan horizontal. Ensuite, on va y aller vers le point 1. Donc, c'est-à-dire, maintenant, c'est-à-dire, vers la profondeur là, c'est la pression augmente. Donc, on va faire ce plus là. D'accord? Donc, c'est oméga bar 1 H1 parce qu'on est avec le fluide oméga bar 1. Maintenant, ce point 1 et ce point-là sont situés dans la même. C'est le plan horizontal, le même plan horizontal. Donc la pression, c'est la même pression là. Maintenant, on va monter vers le point 2. Donc le point 2, on va voir qu'il y a une élimination. D'accord? Donc en fait, c'est moins. Mais quel fluide là? C'est le fluide rouge qu'on appelle oméga bar 2. Pas cette hauteur. Attention, c'est pas L, mais attention, c'est la hauteur verticale. Là, c'est pas L. Donc c'est H2. Égal, bien sûr, ici qui est la pression ambiante, il y a une autre pression. Donc est égal. Si on fait pas égal à 0, là, on est en train de calculer la pression relative. Très bien. Donc, si vous voulez PA, alors PA est égal à quoi? Donc, c'est oméga bar 2, H2 moins oméga bar 1, H1. Là, vous pouvez, par exemple, exprimer, par exemple, la hauteur H2 en fonction des données. On a, par exemple, on connaît θ, ici, on connaît θ, et on connaît cette longueur-là. D'accord? Donc, vous pouvez remplacer θ égale oméga bar 2. Donc, H2, c'est quoi? Si cette hauteur, longueur L, sinus θ moins oméga bar 1 H. Très bien. Voilà. Donc c'est ça, c'est. Dans le polycop, bien sûr, on a mis par exemple, on a mis ici un autre tuyau. D'accord? C'est-à-dire, ici c'est B. D'accord? Donc là, on le diffère.
C'est-à-dire, au lieu d'écrire est égal à 0 là, on va répéter pour ce qui est la figure du polypop. D'accord? Donc le fluide là, ce fluide là, par exemple, on va l'appeler, par exemple, oméga 3, d'accord? Notre fluide par exemple, c'est pas nécessaire qu'il soit le même fluide oméga 3 et oméga 1. Bon, c'est dans la formule. On va commencer par maintenant P1. Maintenant P1, c'est la pression, c'est cette pression-là. Maintenant on va descendre, donc on va rajouter parce que la pression augmente. Oméga par 1, H1. Maintenant, on marche vers ce point-là qui est aligné avec le point 1, pour le même point horizontal. Et on monte vers le point 2. Donc le point 2 va faire quoi? Moins parce que la pression diminue avec. C'est-à-dire la direction verticale. Hein. Oméga par 2 de quoi? Oméga 2 par 3. H2. Bon, H2 on a R sinus θ. Maintenant, pour arriver à P, donc ce point, si j'appelle ce point par exemple 3. Maintenant, on monte. D'accord? C'est-à-dire là, on monte, c'est-à-dire qu'on va faire moins oméga par. Si dans ce fluide-là, c'est oméga par 3. Alors, ici, d'élimination, par exemple, entre le point 2 et le point 3, on va l'appeler par exemple H3. D'accord? Moins oméga par H3. Donc, également, égal à quoi? Égal à quoi? Maintenant, c'est pas pi ambiante, mais c'est PB. Donc, c'est le point B, c'est la pression PB. Donc, on peut faire tout simplement, par exemple, PA moins PB, ça c'est le delta P, oui, ça c'est le delta P, donc égal à quoi? Alors, est égal à oméga bar 2 H2 plus oméga bar 3 H3 moins oméga bar 1 H. Et on a une relation entre H2 et cette longueur est θ. Très bien, donc c'est ça c'est-à-dire les types d'instruments qui mesurent la pression en utilisant ces colonnes fluides. Voilà. Très bien. Donc, maintenant passons à un nouveau paragraphe. Un nouveau paragraphe du chapitre, c'est le paragraphe 6. Le paragraphe 6, c'est pour la force hydrostatique appliquée, d'accord, sur une surface plane. D'accord? Une surface plane immergée dans un liquide. Hein? Dans un liquide. Là, on est à faire avec des liquides. Hein? D'accord? Donc, paragraphe 1,6. 1,6. Donc, 1,6, c'est force hydrostatique. D'accord? Appliquée sur une surface plane. La surface, elle est plane. Hein? Donc, il y a maintenant le mot hydro. Hydro, c'est-à-dire qu'on est hydraulique, c'est-à-dire que c'est un fluide incompressible. Hein? Généralement, le système liquide. Là, on n'est pas le liquide. Maintenant, la surface, elle est plane. Attention, elle n'est pas une surface concave ou bien convexe. D'accord? Donc, elle est plane, de forme rectangulaire, ou bien carrée, ou bien circulaire. L'essentiel, elle est plane. D'accord? Maintenant, on va appliquer cette force-là. D'accord? Comme vous pouvez l'imaginer, là, c'est la force hydrostatique, là, qui s'applique, c'est-à-dire paroi bien de surface plane. Maintenant, si je prends par exemple un réservoir comme ça, ce réservoir, donc il est rempli d'un liquide, par exemple, de l'eau. D'accord? Ça, c'est par exemple le liquide, c'est par exemple de l'eau. D'accord? Là, c'est de l'eau. D'accord? Par exemple, c'est quoi cette surface? Par exemple, le fond du fluide, le fond du réservoir. On sait qu'il y a des forces qui s'appliquent ici. C'est forces de pression. D'accord? Force de pression. Les forces de pression. Donc, on vient tout de suite, la nature de cette force, d'où est-ce qu'elle vient? C'est les forces de pression. Sur cette ça n'est pas moi, ici, la surface ici plane, elle est horizontale. Par exemple, si je regarde la paroi du côté, d'accord? Regardez par exemple ici, la pression qui exerce ici, la force de pression. Maintenant, comme ça, ça c'est les forces qui s'exercent. Mais attention, là, on sait qu'avec la profondeur, bien sûr, la pression augmente. Hein? Donc cette force-là doit être supérieure à celle-là, supérieure, et supérieure. Parce que la pression, avec la profondeur, la pression, bien sûr, augmente. Donc cette force de pression augmente, ça on le sait.
Par contre, ici, on a remarqué la même longueur que ces flèches-là, parce que c'est là, c'est une paroi horizontale, c'est la même pression. D'accord? C'est la même pression. Donc ici, si je regarde, par exemple, la force égale à quoi? La pression qui s'exerce fois S. S, c'est quoi? C'est la surface du fond. D'accord? Par contre, ici, vous voyez que, voilà, la force, comment calculer la force là, et la force varie. D'accord? De la surface, la surface libre, vers la profondeur du liquide. D'accord? Donc le cas général, lorsque la force elle n'est pas horizontale, elle est inclinée d'un angle là, donc la force elle varie, bien sûr, parce que c'est la pression qui varie. Hein? D'accord? Donc on va considérer le cas général. Donc ici par exemple la force elle est inclinée, d'accord? Elle est verticale comme ça. On va considérer par exemple le cas général. Donc voilà notre paroi. La paroi elle est par exemple comme ça, c'est ça la paroi. C'est ça notre paroi. Elle est inclinée d'un angle quelconque. Bon, l'inclinaison, c'est-à-dire on va le compter si vous voulez par rapport à la surface du liquide. Là, vous imaginez là que cette paroi, donc la paroi, elle, bien sûr, elle est dans un liquide. Ça c'est le liquide, le verre c'est le liquide, voilà, c'est le liquide. C'est ça. La paroi, elle est dans ça, pour dire que c'est la surface libre du liquide. D'accord? Elle est immergée, donc elle fait un angle quelconque. Cet angle-là, on va, par exemple, cet angle-là, c'est θ. Θ, ça veut par rapport à la surface libre du liquide. Dans le cas, l'exemple que je disais avant, ce θ lorsqu'elle est verticale, donc la paroi fait un angle de pi sur 2 avec la surface libre. D'accord? Ça, c'est le cas général. On va appeler cet axe-là, cet axe, on va l'appeler l'axe Y. L'axe Y. D'accord? L'axe, ça veut dire qu'il passe par cette paroi. D'accord? Donc l'axe Y, il fait un angle θ. Maintenant, comment définir l'axe X? X, c'est ça. Ça, c'est l'axe des X. D'accord? Perpendiculaire. Très bien. Maintenant, bien sûr, ici, si on schématise cette force-là, elle est comme ça, la force. On va la schématiser. Bien sûr, maintenant, en descendant comme ça, la pression augmente. Donc, elle augmente comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, etc. Nous, c'est-à-dire, on va voir, est égal à quoi? C'est l'intensité de cette force, bien sûr, et le point d'application. Vous voyez que cette force, c'est la résistance de toutes ces forces-là. Donc, c'est-à-dire son intensité. Et on cherche aussi le point d'application. Où s'applique cette résultante? En quel point? Sur cette surface-là. Très bien. Pour cela, bien sûr, on va considérer par exemple un point. C'est-à-dire un point infinitésimal. C'est-à-dire une surface, vous voulez, une surface infinitésimale de, par exemple, ce point ds, ou bien c'est dA, ça c'est dA. D'accord, c'est dA pour dire qu'il y a l'élément de surface dA. Attention, cette plaque-là, si on va la regarder comme ça, parce qu'on va elle a la forme quelconque, par exemple, là, la forme dA, c'est ça dA. Ce qu'on a pris ici. Donc on a dit, elle est forme, que ce soit carré, rectangulaire, circulaire, triangulaire, l'essentiel elle est plane. Ça c'est une coupe, On voit une coupe de cette surface, si vous voulez, qui a l'air total, c'est A. D'accord, ça on a pris dA. Maintenant, dA bien sûr, ce point-là, il se situe par rapport à la surface libre, on va appeler cette hauteur H. D'accord, c'est la hauteur H. D'accord. Donc ici, on sait que la force qui s'applique sur dA, sur l'élément surface dA, on a la force dF, une force dF, d'accord? Infinitesimal. Donc égal à quoi par définition? On sait ça, puisqu'il s'agit d'une force de pression. Donc il est égal à la pression au surpoint, la pression, on va l'appeler P, d'accord? Fois la surface. La surface, c'est dA, donc c'est égal à P fois D. D'accord? Maintenant, ici, la pression là, on peut la calculer, ça c'est la pression ambiante ou bien atmosphérique, donc on va appliquer la loi fondamentale de l'hydrostatique. Donc la pression ici c'est quoi? C'est la pression, c'est-à-dire ambiante plus oméga bar H, parce qu'on est avec la profondeur. Donc égal à quoi? Donc est égal, si on est oméga bar H dA. Donc oméga bar H dA. C'est bon? Donc, alors là, j'ai considéré la pression relative. Donc, on aurait pu écrire, ça dit, là, c'est en fait comme P, c'est P. P est égal à quoi? P0, on l'appelle avion plus oméga bar
H, ou bien on a écrit égal oméga bar H. Donc on va calculer uniquement la pression relative, c'est-à-dire mesurée par rapport à la pression ambiante. Très bien. Ce point-là, bien sûr, alors elle est repérée verticalement à la surface du par H, d'accord, et à notre origine ici, ça c'est l'axe Y. Hein. Donc ici, cette distance-là, on va l'appeler par exemple Y quelconque, d'accord, Y. Donc on voit tout de suite une relation entre ce Y et ce H-là. Donc voilà, vous considérez ce triangle-là, donc vous trouvez que H est égal à Y sur θ, donc égal à oméga bar, donc H égale à quoi? Est égal à Y sin θ, dA. dA c'est l'union de surface, d'accord? Donc si vous voulez, dF est égal à oméga bar Y sin θ dA. Maintenant si la force totale, on va appeler F. Bon, on va appeler FC, d'accord? On va l'appeler par FC, cette force-là. FC égale à quoi? On va faire l'intégrale, bien sûr. Oméga bar Y sinus θ dA. Bien sûr, on va intégrer sur quoi? Sur A. L'intégrale, ça c'est l'égal, si vous voulez, double sur toute la surface. Ça. Très bien. Maintenant, alors, cherchons par exemple les constantes dans cette intégrale. Les constantes, c'est quoi? Donc c'est oméga bar, poids spécifique du fluide, il est constant. D'accord? Sinus θ. C'est constant parce qu'elle est écrite d'un angle fixe, θ, et on va intégrer sur Y dA. D'accord? Y dA. Très bien. Donc Y, bien sûr, il varie. Donc Y varie sur toute la longueur de cette plaque-là. Très bien. Alors, maintenant, comment on fait ça? Donc Y est égal à cette quantité-là, on va la remplacer par une autre quantité connue. D'accord? Lorsque vous avez par exemple une plaque là, par exemple, cette surface plane, si on veut calculer par exemple le centre de gravité de cette plaque là, le centre, vous savez cette relation YG égale à quoi? Le centre de gravité. D'accord? D'une surface quelconque égale à quoi? À Y dA sur l'intégrale de dA. D'accord? Donc c'est en général, si vous avez par exemple votre système d'axe X, Y, d'accord, une surface quelconque comme ça. Donc on veut calculer par exemple le centre de gravité. Ce centre de gravité, c'est-à-dire le CDG, d'accord? Le CDG. Donc ici le CDG, il a YG et XG. YG c'est quoi? On va choisir un élément de surface dA. D'accord? Cette distance-là par rapport à l'axe, par exemple à l'axe X, c'est quoi? Ça c'est ce qu'on appelle YG, d'accord? YG, d'accord? Donc égal à quoi YG? YG égal à quoi? Donc c'est la distance par rapport à l'axe Y, donc c'est Y de cet élément surface dA sur l'intégrale de dA. C'est la définition du centre de gravité. D'accord? Ou bien XG, si vous voulez XG égale à quoi? C'est la même chose. Donc c'est X, si cette distance-là c'est X, ça c'est Y, pardon, ça c'est Y, et ça c'est X. Hein? Donc c'est X dA sur l'intégrale de dA. Donc là on a regardé sur. Alors si on fait ça, l'intégrale de Y dA, vous voyez qu'il est égal à quoi? L'intégrale de dA c'est A, YG. Donc ça est égal à quoi? Il est égal à A, c'est la surface totale de l'aire de la surface plane, fois YG. D'accord? Donc tout de suite, donc FC, on a trouvé FC égale à quoi? Donc est égal à oméga bar. Alors, oméga bar sin θ. Maintenant, A fois YG. YG c'est quoi? C'est le centre de gravité de la plaque. Attention, c'est le centre de gravité. Bon, par exemple, si on a une plaque avec 10 ou la rectangulaire ou bien avec carré, donc le CDG est au milieu de la plaque. Hein? Donc par exemple ici, de ce point-là, par exemple, ça c'est ce qu'on appelle le YG. D'accord? Donc, alors, si on a appelé ce point-là, c'est YG, cette hauteur-là, d'accord, c'est la profondeur où se situe ce centre de gravité, on va l'appeler H. D'accord? Attention, H c'est quoi? H c'est la profondeur d'un point quelconque sur la plaque. H elle varie. Maintenant, H c'est quoi? C'est, on a un YG, donc le centre de gravité de la plaque, c'est la profondeur du centre de gravité. Et on voit tout de suite une relation entre H et YG. C'est comme H et Y, quand on a là, ce triangle, vous voyez que
HG égale à quoi? Vous voyez que HG est égal à quoi? YG fois sinus θ. Finalement, c'est-à-dire qu'on a trouvé l'intensité de cette force. Donc l'intensité, c'est-à-dire le module de cette force hydrostatique qui s'applique par une fluide sur la plaque égale à quoi? Alors est égal à oméga bar, maintenant sinus θ, d'accord? Maintenant sinus θ fois YG c'est AG, oméga bar fois AG fois A. Ça c'est ce qu'il faut retenir. Donc c'est ça l'intensité de la force hydrostatique, donc est égal. On a une plaque à condition qu'elle est plane, surface plane, d'accord? La forme géométrique soit circulaire, rectangulaire, triangulaire, peu importe, que ce n'est plane. Donc évidemment c'est quoi? C'est le processus du fluide où la plaque se trouve. Hein? AG c'est quoi? AG c'est la profondeur du centre de gravité de la plaque. D'accord? La profondeur du centre de gravité de la plaque. Fois A c'est quoi? A c'est la surface de cette plaque qui est immergée, d'accord, qui est immergée dans ce fluide, qui est dans le cas ici, c'est un liquide, hein, d'accord. Attention, le A c'est quoi? Le A, d'une fois parce que là, on a présenté le cas où la plaque, elle est totalement immergée. Supposez que cette plaque-là, supposez, voilà, notre plaque, au lieu qu'elle est totalement, elle est par exemple partiellement immergée. Donc c'est ça la plaque, mais la partie immergée, c'est celle-là. C'est celle-là, d'accord? D'accord, c'est celle-là. Maintenant, comment calculer la force hydrostatique appliquée? C'est la partie immergée, ou bien on appelle la partie mouillée, qui est le contact avec le liquide. Il y a une partie de la plaque qui n'est pas, c'est-à-dire immergée. Donc la force qui s'applique ici est égale à quoi? Ça, c'est oméga bar, toujours, force spécifique. Maintenant, HG, c'est quoi? HG, c'est le centre de gravité de cette partie-là. D'accord? Le centre de gravité de la partie émergée. D'accord? Donc, ce n'est pas toute la plaque, c'est la partie qui nous étienne. D'accord? La partie immergée du centre de gravité. Par exemple, je suis par exemple ici. Ça, c'est HG. Ce n'est pas le centre de gravité de la plaque tout entière. Ce n'est pas toute la plaque. Hein? D'accord? Uniquement la partie immergée. Et A, c'est quoi? La surface de la plaque. Mais quelle plaque? La plaque toujours immergée. D'accord? Si la plaque elle est totalement immergée, pas de problème. C'est la plaque, la surface de la plaque, ou bien c'est toute la plaque. Mais si elle est partiellement immergée, c'est-à-dire comment calculer HG et A, uniquement ça c'est uniquement la partie mouillée, c'est-à-dire la partie immergée dans le fluide. Voilà. Bon, très bien, on a terminé avec l'intensité de cette force hydrostatique. On la note FC, d'accord, FC, donc est égal à oméga bar AG fois A. Maintenant, on va chercher le point d'application. Donc, où s'applique cette force-là? Le point d'application de cette force hydrostatique, FC. D'accord? Où s'applique cette force-là? Sur cette plaque-là. Bien sûr, l'idée qui vient tout de suite à l'esprit, c'est quoi? C'est que cette force-là sera appliquée sur le centre de gravité de la plaque. Non, en général, c'est non. Bon, le centre de gravité, bien sûr, s'applique le poids de la plaque, bien sûr. Le poids par défaut s'applique sur le centre de gravité de la plaque. Maintenant, cette force-là, on sait qu'elle est, regardez, on va la tracer comme ça, pratiquement, on voit, voilà, elle augmente, comme ça, etc. Donc, cette résultante-là, on voit tout de suite que la résistance ne s'applique pas sur le centre de gravité. Si ces flèches-là, en niveau longueur, la force elle est constante, d'accord? Oui, elle s'applique sur le centre de gravité. Ça, c'est le cas si la plaque elle est horizontale. Donc, maintenant, le point d'application, d'accord? Donc, on va calculer le point d'application. Très bien. Voilà. Donc, le point d'application de la plaque, on est quelque part sur cet axe-là, donc on va l'appeler point d'application, de la force FC, hein, d'accord? La force FC, très bien. De FC, bon, le module on a calculé, d'accord? Maintenant, c'est-à-dire le point d'application, on va l'appeler YC, c'est-à-dire où se situe ce YC, d'accord? Par exemple, si cette force-là, la résultante, elle est là, c'est ça FC. C'est ça FC. Donc, on enlève le YC. Voilà, par rapport au projet. Ça, c'est ce qu'on appelle le YC. Maintenant, comment calculer ce YC? On va penser au moment.
au moment de la force, d'accord? L'asile de la force, par rapport au point O, d'accord? Par rapport au point O. Donc, le moment c'est quoi de FC par rapport au O? On dit que le moment c'est quoi? C'est la force fois le bras de V, la distance perpendiculaire. Donc, le moment de FC c'est quoi? Par rapport au O. Le moment de FC par rapport au point O, là au module, on travaille avec les modules, égale à quoi? Donc, c'est FC fois la distance perpendiculaire au point O qui est YC. Ça, c'est le moment. D'accord? Très bien. Maintenant, ça, c'est la force globale, bien sûr. Maintenant, ce moment-là doit être égal, doit être égal au moment des forces élémentaires. En chaque point de la force, de cette force plane, on a une force qu'on a appelée DF. D'accord? Donc, elle est égale à tous les moments de ce DFI, d'accord? En chaque point de la force, vous imaginez une force élémentaire DF. D'accord? Ce DF a là un moment. Si je prends par exemple ce point de départ, ce point, là où il y a DF, cette distance c'est Y. Donc c'est Y, et si vous voulez c'est YI. Maintenant, par exemple, ce point-ci 1, c'est Y1, son mention suit, il égale à quoi? C'est 1 jusqu'à le nombre 1, c'est l'infini, il y a plusieurs points. D'accord? On est de le cas continu. Et bien sûr, on a dans un cas continu, donc on va remplacer égal à quoi? Ça va bien ensemble par un intégral. Donc c'est F fois Y. Y c'est quoi? C'est l'ordonnée de chaque point où s'applique la force élémentaire dF. Très bien. Voilà, donc voilà. Maintenant, on va réécrire donc FC, YC égale à quoi? L'intégral de dF. Qu'est-ce qu'on a dit dF égale à quoi? Donc dF, au début, donc on a trouvé que c'est quoi dF? C'est dF, on a dit que égal, pour ne pas se. Voilà. Et dF c'est oméga par. Alors, H c'est en fait c'est Y sinus θ. D'accord? Ça c'est dF. D'accord? Maintenant, voilà, bien sûr, dA. D'accord? dA, c'est ça? Très bien. Et fois Y. Donc c'est Y. Donc en fait, on est égal à quoi ça? FC est égal à oméga bar Y au carré maintenant, sinus θ dA. C'est bon? Bien sûr, l'intégration se fait sur A, la surface A. Maintenant, vous voyez, maintenant on va faire sortir le constant. Oméga bar constant, sinus θ constant. Donc c'est oméga bar sin θ, intégrale de Y au carré dA. D'accord? Y au carré dA. Bien sûr, l'intégrale se fait sur A. Très bien, on va continuer là. On va continuer ici. Donc FC fois c'est égal à oméga bar sin θ. Alors, l'intégrale de Y au carré dA sur A. Très bien. Alors, c'est comme tout à l'heure, maintenant, comment évaluer Y au carré dA? Y au carré dA. D'accord? Alors, en fait, quoi? Par exemple, dans le cas général, avec c'est-à-dire plaque, d'accord? Si je veux calculer ce qu'on appelle EX, X c'est quoi? Le moment quadratique, ou bien c'est le moment d'inertie de la plaque par rapport à l'axe X. D'accord? Donc, égal à quoi? Donc, c'est Y au carré dA. Ça c'est une définition. D'accord? Donc, X c'est quoi? C'est le moment quadratique, si je prends cet élément-là, il a une distance de X. D'accord? Donc, le moment quadratique, ou bien c'est le moment d'inertie, donc c'est Y au carré dA. Donc c'est quoi ça? Donc, c'est quoi ça? En fin de compte, c'est FC, maintenant FC, YC, égal à quoi? Est égal à oméga bar sin θ et X, vous l'avez bien, EOX, ça pour X, par exemple, X, EOX. EOX, c'est quoi? C'est le moment d'inertie de la plaque. Donc, YC égale à quoi? Finalement, on a trouvé YC. Donc, YC égale YC. Donc, YC
égale à quoi? Donc est égal à oméga bar sin θ et OX par FC. Très bien. Alors, on va faire quelques manipulations maintenant. Alors, quelques réarrangements algébriques pour trouver l'expression simple de YC. Alors, YC. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? YC égale ou bien FC? YC égale. Alors, oméga bar sin θ et OX. Et OX, c'est le moment d'inertie de la plaque par rapport de cette plaque-là, par rapport à l'axe X. C'est pas l'axe Y. Très bien. Donc, FC, on va remplacer FC égale à quoi? FC, donc on a dit que FC c'est oméga bar HG fois A. Ça, l'expression du tout à l'heure. Fois YC. Donc, égal à quoi? Alors, oméga bar sin θ. D'accord? Voilà, donc sinus θ. Très bien. Et fois EOX. D'accord? Alors, maintenant, on va ce IOX. D'accord? Si le IOX, c'est-à-dire le moment d'inertie de la plaque par rapport à l'axe X. D'accord? C'est le moment quadratique. IOX, c'est, si vous voulez, c'est le moment d'inertie, ou bien, on peut dire le moment d'inertie, ou bien quadratique, le moment quadratique de cette plaque, de la plaque, par rapport, attention, par rapport à quel axe OX. D'accord? Très bien. Maintenant, on fait intervenir, c'est-à-dire le son de gravité de la plaque. Donc, on a ce qu'on appelle le théorème des axes parallèles, ou bien le théorème de Huygens. Comment il se lance le théorème de Huygens? On va l'énoncer, c'est quoi? Le moment, on sait que le moment quadratique ou bien d'inertie d'une surface quelconque par rapport à un axe qui passe pas par le centre de gravité de la plaque, donc est égal le moment d'inertie de cette plaque par rapport à un axe qui passe par le centre de gravité, plus l'air augmenté de l'air de cette surface par la distance au carré. Donc, en d'autres termes, c'est-à-dire mathématiquement, c'est quoi le théorème de Huygens? Donc, théorème de Huygens, ou bien on appelle aussi théorème des axes parallèles. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Donc, le moment quadratique, ou bien le moment d'inertie, par rapport, donc le moment par rapport à un axe delta, sur delta, d'accord? C'est-à-dire le moment d'inertie d'une plaque, d'accord, une surface plane, par rapport à un axe delta qui ne passe pas par le centre de gravité de cette plaque-là. Il est égal à quoi? Il est égal au moment d'inertie, d'accord, de cette plaque par rapport à un axe qui passe par le centre de gravité. Donc, J ici, pour dire que l'axe passe par le centre de gravité de la plaque. D'accord? Plus quoi? La surface de cette plaque, l'air de la surface, fois la distance au carré. La distance au carré, c'est entre les deux axes. D, c'est quoi? D, c'est la distance, si vous voulez, c'est la distance entre l'axe delta, d'accord, et l'axe G. C'est cette distance-là, entre les deux axes. Ici, c'est quoi l'axe delta? Là, l'axe delta, c'est X. Donc, c'est IOX. Donc, le moment d'inertie par rapport à l'axe X, d'accord, est égal au moment d'inertie par rapport à l'axe qui passe par le centre de gravité, plus l'air de la surface, fois la distance. Cette distance-là, par exemple, cet axe qui passe par le centre de gravité, c'est cette distance D. D'accord? Donc, on va utiliser une notation de la figure. Donc, il y a là, c'est dans notre cas, c'est IOX. D'accord? L'axe X ne passe pas par le centre de gravité de la plaque. Il est égal à quoi? IG. Donc, c'est l'axe-là qui passe par le centre de gravité de la plaque. D'accord? Plus quoi? A, c'est quoi? C'est, bien sûr, l'air de cette surface. D au carré. La distance entre les deux, d'accord, cet axe-là et cet axe, vous voyez bien, c'est YG. Elle se voit bien, c'est YG. Quoi? YG. D'accord? Donc, maintenant, on va remplacer IOX par cette formule-là. Donc, c'est égal à oméga bar sin θ. D'accord? IOX égale à quoi? Donc, c'est IG, donc qui passe par le centre de gravité, d'accord? Plus AYG.
D'accord? Bon, il y a des simplifications à faire, bien sûr, il y a ce oméga bar, un fixo oméga bar. D'accord? Donc, si vous voulez, voilà, YC, on peut, maintenant, ça dit finalement, c'est quoi? Vous allez trouver que, essayez de faire, d'accord, YC est égal à quoi? Est égal à YG plus IG, c'est-à-dire le nombre d'inertie fois YG fois ça, le point d'application. Donc, le point d'application est égal à quoi? De cette fonction statique, YC est égal à l'ordonnée du centre de gravité plus le moment d'inertie par rapport à l'axe qui passe par cette plaque-là, divisé par YG fois la surface. Vous voyez bien maintenant que YC est égal à YG. Donc, cette force-là, elle ne s'applique pas sur, c'est-à-dire au niveau du centre de gravité de cette plaque. Voilà. Très bien. Donc on arrête là pour aujourd'hui et on continue la prochaine fois la suite de ce chapitre. Merci.